I've determined that you're the one. J'ai décidé que c'était vous le coupable. Je vais rentrer dans la salle d'interrogatoire, puis je vais vous y laisser, à l'intérieur, tout seul. Ce que je veux, c'est que vous soyez anxieux. Je vais vous laisser réfléchir à vos propres erreurs. Et puis je vais revenir dans la salle. Et j'aurai un gros dossier avec moi sous le bras. Dans ce dossier, il y aura tout un tas de papiers. Un CD, un DVD sur lequel il y aura marqué « caméra de surveillance ». Ce dossier sera peut-être vide, mais c'est juste pour vous montrer que j'ai tout un dossier contre vous. La première chose que je vais vous dire, c'est que notre enquête montre que c'est vous le coupable, que c'est vous qui avez commis ce crime, et qu'il n'y a aucun doute là-dessus. On a toutes les preuves. Tout ce que je veux savoir, c'est pourquoi vous avez commis ce crime. Pourriez-vous avouer un crime que vous n'avez pas commis? Aux États-Unis, une technique d'interrogatoire utilisée par la plupart des policiers du pays fait aujourd'hui polémique. Inventée dans les années 60 par la firme privée John Reed, cette méthode a inspiré depuis la majorité des techniques d'interrogatoire enseignées dans les écoles de police américaines. Elle comporte 9 étapes, de la confrontation à la confession orale puis écrite. Elle aurait contraint des milliers d'innocents à avouer des crimes dont ils n'étaient pas responsables. Interrogation should be conducted in a non-supportive environment. We want to get the person onto our territory, away from his or her own surroundings. The interrogation room should be quiet, private, free of any outside distractions or noises. So please, tell us what happened. Can you remember that? To be honest, I don't know. Ils disent aux policiers, vous allez détecter vous-même si une personne est coupable seulement en la regardant. Tout cela ne fait que confirmer leurs préjugés. Cette méthode est la recette du désastre. Quand je me suis rendu compte de ce qu'il se passait dans nos salles d'interrogatoire, j'ai eu un moment de vertige. We begin to move closer, shortening the distance between the suspect and ourselves, moving into their personal space. Did something like that happen? I need a yes or no to that, okay? Doesn't sound very good. Les États-Unis ne peuvent pas être fiers des nombreuses défaillances du système judiciaire. Personne n'a vu ça venir. Personne n'avait imaginé qu'un jour, il y aurait autant de fausses confessions dans les cas d'erreurs judiciaires. S'accuser soi-même d'un meurtre paraît invraisemblable. Mais récemment, une étude menée par un réseau d'avocats américains a montré que près d'un tiers des personnes innocentées avaient pourtant avoué un crime qu'elles n'avaient pas commis. At the beginning of the interrogation, the investigator enters the room, stands about 3 or 4 feet away from the suspect, looking down on the suspect, and in a very direct and unequivocal way accuses him or her of committing the crime. Tout le monde vous dira, moi je ne pourrai jamais avouer un crime que je n'ai pas commis. Mais quand pendant des heures, on vous dit que l'on a les moyens de le prouver, que l'on a assez de preuves pour vous faire condamner, vous lâchez prise. Voilà ce qui se passe quand votre police est malhonnête. Quand des gens se moquent de la vie des autres. Ils se sont engagés à nous servir et à nous protéger, mais ils ne l'ont pas fait. En tout cas, pas dans l'affaire de mon fils. Ils ne se sont pas gênés, ils étaient satisfaits d'avoir un coupable. Tout ce qu'ils voulaient, c'était arrêter quelqu'un. Alors ils ont pris mon fils pendant 21 ans et 12 jours. À l'époque, en 1996, j'avais 23 ans.
Je ne savais pas encore très bien ce que j'allais faire de ma vie. J'avais un job saisonnier qui, durant l'hiver, ne marchait pas très bien. Alors j'ai décidé de me faire un peu d'argent autrement et j'ai pris quelques mauvaises décisions à ce moment-là. J'ai dealé un peu de drogue. J'en étais là, à ce moment-là de ma vie. Lamar Monson, 43 ans dont 21 derrière les barreaux. En 1996, il est condamné pour meurtre à 50 ans de prison. À l'époque, Lamar Monson gagne sa vie en vendant de la drogue dans un immeuble de Détroit. Il est accusé d'avoir tué dans la nuit du 19 janvier 1996 Christina Brown, une jeune femme avec laquelle il avait pour habitude de dealer. La nuit du meurtre, Lamar se trouvait pourtant loin de la scène du crime. Il était chez lui, avec sa fille de 6 ans. Je me souviens que ce samedi matin, je regardais des dessins animés avec ma fille à la maison. C'est elle qui m'a réveillé ce matin. Vous regardez des dessins animés? Oui, c'était un samedi matin. C'est un souvenir que je n'oublierai pas, car c'était mon dernier jour de liberté. Ce samedi matin, Lamar Monson arrive le premier sur les lieux. Il découvre un appartement retourné et voit, gisant sur le sol, la jeune Christina Brown. Le 20 janvier 1996, Lamar Monson s'est rendu dans cet appartement pour y faire son tour de garde. En arrivant, il a découvert le corps de Christina Brown, qu'il connaissait sous le nom de Crystal. Il pensait qu'elle avait 17 ans. C'était une fille très grande. En réalité, elle en avait 12. Elle aussi faisait partie des dealers qui travaillaient dans cet appartement. Lamar a découvert ce jour-là une scène de crime horrible. Elle était dans un état critique. C'était une scène horrible. Elle essayait de me prendre dans ses bras et de dire mon nom. Et je lui ai dit, « Tiens le coup, on va te sortir de là. » J'ai fait le tour de l'immeuble et je frappais aux portes. Et puis j'ai appelé la police et les secours. La police est arrivée, Lamar est venu leur parler. Mais les policiers se sont tout de suite dit qu'il était suspect. Ils l'ont arrêté immédiatement. On a récupéré plus tard un rapport de police où le capitaine dit « Si on peut faire avouer Lamar Monson, on peut tout de suite boucler l'affaire. » Le téléphone a sonné. On m'a dit que mon fils venait d'être arrêté pour avoir tué une jeune femme. Je savais que c'était impossible. Pas avec l'éducation qu'il a reçue toute sa vie, jusqu'à ce qu'il me le prenne. J'étais dévastée, j'en étais malade. Je ne pouvais plus manger, je ne pouvais plus dormir. Je me demandais sans cesse, qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi c'est arrivé et pourquoi c'est sur lui que c'est tombé? Christina Brown décède quelques heures plus tard à l'hôpital. Les policiers de Détroit embarquent Lamar Monson au commissariat et commencent à le questionner. Il me disait, on sait que c'est votre petite amie, mais ce n'était pas ma petite amie. C'était plus une sorte de petite sœur pour moi. Il me disait, tu vis ici, mais je ne vivais pas ici. Je n'avais jamais vécu ici. J'étais en train de passer du statut de témoin à celui de suspect.
Durant cette première phase de l'interrogatoire, on utilise ce qu'on appelle l'analyse comportementale. Vous vous intéressez à la communication non verbale, à la façon dont ils vous répondent. Il y a même une série de 17 questions que l'on vous incite à poser. Et en fonction des réponses, des gestes, alors vous serez capable, dans 80% des cas, de déterminer si la personne dit la vérité ou si elle est coupable. C'est un jugement assez rapide. C'est comme si on se transformait en détecteur de mensonges. Le problème de tout ça, et la société Reed le reconnaît elle-même, c'est qu'il n'y a pas d'explication scientifique. C'est seulement sur la base de leurs observations. Vous savez, la vraie science, elle dit que tout cela ne marche pas. Et quand on a fait des expériences là-dessus, on s'est rendu compte que c'était du 50-50. C'est dans les années 60 que la technique d'interrogatoire Reed fait son apparition. À l'époque, c'est une révolution dans les commissariats de police. John Reed, un policier de Chicago, propose une nouvelle approche de l'interrogatoire qui se veut moins brutale. John Reed était d'une certaine façon un réformateur. Vous devez savoir une chose. À cette époque, avant John Reed, la méthode utilisée à travers tous les États-Unis était ce que l'on appelait le 3e degré. Les officiers de police frappaient les suspects pour obtenir des confessions, peu importe s'ils avaient commis le crime ou non. Ils les frappaient avec un tuyau en caoutchouc, ils les cuisinaient pendant des heures. Et il faut le reconnaître, John Reed pensait que ce type de méthode n'était pas sans danger et qu'elle pouvait provoquer des fausses confessions. Le problème, c'est que John Reed lui-même et sa société aujourd'hui n'ont jamais voulu admettre que leur propre technique psychologique d'interrogatoire pouvait, elle aussi, produire des fausses confessions. Le problème le plus important, c'est qu'ils disent à ceux qui viennent se former chez eux qu'ils vont savoir si les personnes mentent seulement en écoutant le ton de leur voix ou en regardant la façon dont les gens se tiennent, s'ils ont l'air tendus ou relax, s'ils vous regardent droit dans les yeux ou au contraire s'ils ne vous regardent pas dans les yeux, s'ils croisent leurs bras ou leurs jambes, s'ils regardent en haut, à gauche, à droite, vous allez deviner. L'interrogateur formé par Reed a toute une liste de comportements physiques ou verbaux. Si par exemple vous répondez « je ne sais pas », eh bien c'est considéré comme le signe d'un mensonge. Si vous leur dites « je vous jure sur Dieu », faire une référence à la religion est considéré aussi comme le signe d'un mensonge. Ils font croire qu'ils peuvent vous transformer en détecteur de mensonges. Et une fois que vous avez fait ce premier jugement, allez en salle d'interrogatoire. Quand je suis rentré dans les locaux de la police criminelle, il y avait en face de moi de nombreux officiers de police qui me disaient « On sait que c'est toi qui l'as fait. On sait que c'est toi qui l'as tué. » J'étais totalement perdu. J'étais dévasté par ce que j'avais vu dans la journée et par tout ce qui s'était passé. Et maintenant, ils disaient que c'était moi qui l'avais tué. L'interrogatoire de Lamar Monson va durer toute la nuit. Au fil des heures, les questions se transforment progressivement en accusations. Vous êtes un dealer de drogue, elle vend de la drogue pour vous. Vous l'avez tuée, elle était votre petite amie. Au fur et à mesure, il crée une sorte de scénario contre moi. Et mes réponses ne pouvaient rien y changer. J'avais beau démentir, il revenait à chaque fois à la charge. L'interrogatoire avait déjà commencé il y a au moins 4 ou 5 heures.
La notion de temps est fondamentale. Vous pourriez penser que signer une fausse confession ne prend qu'1 heure. Quand vous regardez de près les cas de fausses confessions, vous vous rendez compte qu'elles ont duré 12, 15, 20 heures. Les gens finissent par lâcher prise. Ils finissent par faire la même chose. Ils se disent « je dois absolument me sortir de là. Je suis désespéré, je ne veux plus être ici, je suis en état de stress, et plus je dément, plus ils me traitent de menteur. Ça ne peut plus durer comme cela. » Ils vont chercher une façon de se sortir de là. Je suis fatigué, je suis confus. C'est à ce moment-là qu'ils me conduisent au 9e étage. Je suis là, je tourne en rond, je ne peux pas me reposer, je ne peux pas dormir, je ne peux pas croire à ce qu'il m'arrive. Mon cerveau est dans tous ces états. La méthode d'interrogatoire est précisément faite pour mettre les gens dans cette situation, les mettre mal à l'aise et ne jamais accepter la moindre de leurs réponses. Now, during most interrogations, the suspect is not going to just sit there and listen to you while you develop your theme. They're going to try to deny any involvement whatsoever. But that should be expected. Many guilty people introduce their denials with permission phrases, such as, "Can I say one thing? Would you just listen to me? But sir, if I could only explain." When the interrogator hears those phrases, it's important to interject yourself and stop the person from continuing, because if you let him talk, he'll say the words, "I didn't do it." And the more often a person says they didn't do it, the more difficult it becomes for us to get a confession. Si vous regardez les cas de fausses confessions, c'est toujours le même processus. D'un côté, on menace, de l'autre, on fait des promesses. Des menaces, des promesses. On va souffler le chaud et le froid, et ça va durer très longtemps. Le but, c'est de vous donner cette impression. Oh mon Dieu, cette personne pense que je suis coupable. Elle affirme qu'elle a des preuves contre moi. Je sais que tout est faux, qu'ils mentent depuis le début. Et ils me disent que la seule façon pour moi de me sortir de là, c'est de leur raconter ce qu'ils veulent entendre. À ce moment-là, l'état de stress est maximal. Il est souvent tard dans la nuit, ils ont été accusés, ils ont été traités de menteurs, on les a menacés, on leur a fait des promesses, et à ce moment-là, ils vont commencer à baisser la garde. Et ils vont décider que c'est dans leur meilleur intérêt d'avouer. Lamar Monson commence à voir le piège se refermer sur lui. Un capitaine de police, Joan Ogoyan, pose un dossier sur la table. J'ai été conduit dans son bureau. Elle est arrivée avec un gros dossier qu'elle a posé sur la table. Elle me disait que c'était des preuves contre moi. Contre vous? Je lui ai répondu alors, OK, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Je n'ai rien fait et je veux rentrer chez moi. Qu'y avait-il dans ces dossiers? Rien, sans doute. Lamar Monson l'ignore, mais les policiers américains ont le droit de mentir à un suspect. Le mensonge fait même partie du processus de mise sous pression. J'ai le droit de vous mentir et de vous faire croire que j'ai des preuves contre vous. Oui, la Cour m'autorise à vous mentir et même à utiliser les pires mensonges. Je peux vous faire croire qu'il y a plusieurs témoins. Ils vous ont vu faire ça. Ils vous ont vu prendre l'argent. Et vous, vous allez vous dire « Oh mon Dieu,
And you're going, my God. Oftentimes, they will come in with a thick file. Souvent, ils vont venir vers vous avec un gros dossier et plein de papiers dedans. Peu importe ce qu'il y a dans le dossier. Ça peut être le menu d'un restaurant. Et très souvent, ils vont mettre au-dessus de la pile un DVD. Et le policier va dire à ce moment-là au suspect, il y avait une caméra au coin de la rue où le crime a eu lieu. Ils vont dire que ce sont des preuves technologiques. D'autres fois, ils vont dire qu'ils ont récupéré des empreintes digitales, du sang ou de l'ADN. Mettez-vous un instant à la place du suspect qui est là depuis des heures et qui commence à se sentir très mal. Le policier commence à lui faire croire qu'il a des preuves contre lui. Le suspect a beau être convaincu qu'il n'a rien fait de mal, il commence à se sentir piégé et dépassé par la situation. Il va se dire « je n'ai rien fait », mais ils me disent qu'ils ont des preuves contre moi et qu'il s'agisse d'un piège ou non, il faut que je trouve une façon de me sortir de cette situation. Ceux qui ont enduré ce genre de pression savent ce que l'on ressent à ce moment-là. Et ceux qui vous diront qu'ils n'avoueront jamais un crime qu'ils n'ont pas commis n'ont jamais été soumis à ce type de pression-là. La tactique est implacable. Pour Lamar Monson, le temps s'est comme arrêté. La policière lui propose alors une sorte d'échappatoire. Elle m'a dit qu'elle pensait que je n'avais pas commis ce crime et qu'elle avait bien envie de m'aider si moi je pouvais l'aider également. Elle a alors commencé à me donner un scénario de légitime défense, en m'expliquant que cette version était avantageuse pour moi. Elle me disait que si j'acceptais de signer cette déclaration, cela allait m'aider. Et comme ça, je pourrais sortir le lendemain et rentrer à la maison. Il y a plusieurs techniques. L'une d'entre elles consiste à proposer au suspect deux choix, deux scénarios. Dans ces deux scénarios, le suspect va finir par admettre son crime. L'un de ces scénarios va décrire le suspect comme un personnage diabolique, sans remords, qui a prémédité son crime. L'autre scénario dépeint le suspect comme une personne qui s'est seulement défendue, où il a seulement agi sous le coup d'une impulsion, qu'il ne s'agissait pas d'un geste délibéré, prémédité. À la longue, avec toute cette pression, le suspect finit par accepter la version qui semble la moins négative pour lui. Le suspect accepte la version la moins effrayante du crime. During the theme, we offer to the suspect psychological justification for the commission of the crime. We don't legally justify it, but we offer him a moral excuse that will minimize or justify in his own mind committing the crime. And this should be done in a monologue format. Cela fait des heures que je vous répète la même chose. Et là, je vois que vous commencez à craquer. C'est à ce moment-là qu'on arrive au moment décisif. Ce moment où je vais vous poser la question ultime. Le but de tout ça, c'est de vous donner très peu de choix. De vous faire comprendre que le meilleur choix pour vous, c'est d'avouer ce crime. C'est votre meilleure option. Les gens n'écoutent pas que les mots, ils n'entendent pas que les phrases. En fait, ils écoutent entre les lignes. Ils reçoivent le message qui est sous-entendu. Quand le policier en face de vous vous dit « Je pense que vous êtes une bonne personne, je pense que c'était un accident, et au passage, j'aurais fait la même chose que vous », vous vous dites alors « Bon, ce n'est pas si grave que ça, je vais avouer pour me sortir de là ». Et c'est à ce moment-là que les gens sont prêts à avouer. À ce moment-là, je n'avais plus aucune force de résistance.
Je leur disais, je ferai tout ce que vous voudrez. Si vous voulez me faire signer ça, je signe. Moi, je me disais que plus tard, de toute façon, mon avocat serait capable de prouver que je n'avais pas commis ce crime. Le 30 janvier 1996, à 6h02 du matin, le capitaine Ogoyan obtient de Lamar Monson une signature. Dans ce document, il explique avoir poignardé involontairement Christina Brown. Le capitaine Ogoyan avait déjà dans le passé été viré de la section criminelle, précisément pour avoir fait signer de faux aveux à des suspects. Elle avait été accusée de fabriquer de fausses confessions. À cette époque, un journaliste de la télévision locale de Détroit suit l'affaire de près. Bill Proctor connaît bien les méthodes utilisées par la police locale pour boucler le plus vite possible certains dossiers. Ils faisaient ça tout le temps. Ils écrivaient eux-mêmes les confessions et demandaient ensuite aux personnes de venir les signer. Ils disaient « Signez ça et vous rentrez chez vous ». J'ai entendu ça des dizaines de fois. Et cela ne me surprendrait pas si le vrai chiffre tournait plutôt autour d'une centaine ou d'un millier. Parce qu'à l'époque, on avait la même équipe de policiers en place depuis longtemps. Une vingtaine de flics qui étaient là depuis plus de 35 ans. Lamar Monson, the charge is murder in the first degree premeditated. Le 7 mars 1997, sans la moindre preuve ni témoignage contre lui, Lamar Monson est condamné à 50 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Christina Brown. Un seul élément a été retenu contre lui, la confession qu'il avait signée. Je ne pouvais pas croire que ce serait ça, mon futur. Je ne pouvais pas me dire que j'allais être en prison toute ma vie. C'est quelque chose que je ne souhaite pas à mon pire ennemi. Lorsque vous êtes conduit en prison, vous avez l'impression que l'on est en train de siphonner de l'intérieur votre propre liberté. Je vais vous dire quelque chose sur Lamar. La dernière fois qu'il a vu sa petite fille, ils regardaient tous les deux un dessin animé ensemble. Tout ce qu'il m'a demandé de faire pour elle, à travers ses lettres ou quand il m'appelait, tout ce qu'il m'a demandé de faire, je l'ai fait. Elle n'a jamais manqué de quoi que ce soit malgré l'absence de son père. Elle était parfois énervée et en colère contre son père qui n'était pas là avec elle pour l'éduquer. Lui, il l'aimait plus que tout au monde, mais il n'était pas là pour s'en occuper. Alors c'est moi qui l'ai fait, et elle n'a manqué de rien, sauf de son père. Vingt ans plus tard, un événement va changer le cours des choses. Alors que le journaliste Bill Proctor s'apprête à prendre sa retraite, il reçoit un appel d'un témoin inespéré qui dit connaître le vrai tueur de Christina Brown. Deux mois avant que je prenne ma retraite, j'ai reçu un coup de téléphone. C'est un appel dont je me souviendrai toute ma vie. Quand vous êtes journaliste d'investigation, vous avez l'habitude de recevoir des coups de fil. Mais cette femme m'a dit au téléphone, vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais vous avez couvert ce meurtre à Détroit. Eh bien, je peux vous dire que vous vous êtes trompé. Vous avez eu tout faux. Je lui ai répondu, ok, je vous écoute. Et elle m'a dit qu'elle était avec la personne qui avait commis le crime. Et que donc l'autre personne qui était en prison n'avait pas commis ce crime.
Elle m'a dit que elle était avec celui qui avait tué, qu'elle avait vu cet homme couvert de sang après le meurtre, et qu'il lui a dit « Je viens de tuer cette pute ». J'ai porté ce secret toute ma vie, pendant près de 20 ans. Une fois que j'ai commencé à parler et que quelqu'un m'a écouté, je me suis dit que je ne reviendrai plus jamais en arrière. À l'époque des faits, Shelena Bentley vit dans l'immeuble où le crime a lieu. Elle partage la vie d'un certain Robert Lewis. Tous les deux consommaient régulièrement du crack. Le jour du crime, Shelena affirme avoir vu Lewis revenir de l'appartement de Christina Brown, couvert de sang. Je me souviens, je regardais la télévision. La porte était entrouverte. J'ai levé la tête et il était là, devant moi. Et j'ai vu du sang qui coulait de ses doigts. Il avait du sang sur ses chaussures, sur sa veste. Il avait tellement de sang sur lui qu'il en avait même sous les ongles. Il m'a dit « Je viens de tuer cette pute ». Pour moi, c'était important. Ce qui est bien est bien, et ce qui est mal est mal. Je me disais, il y a une personne en prison depuis trop longtemps, et ça suffit. C'est moi qui leur ai dit que cette fille n'avait pas été poignardée à mort. Non, elle a été battue à mort. Il l'a battue jusqu'à la mort. Le témoignage de Shelena Bentley va tout changer. Une équipe d'avocats et d'étudiants de l'Université du Michigan décide de rouvrir le dossier de Lamar Monson. Ils font partie d'un réseau national déployé dans des dizaines de facultés américaines qui luttent contre les erreurs judiciaires. Pendant une année, ils vont refaire et défaire point par point l'enquête de police pour prouver l'innocence de Lamar Monson. Le gros problème de cette confession, c'est que rien ne correspondait à la scène de crime. Au moment où ils étaient en train d'interroger Lamar et au moment où ils ont obtenu de lui cette confession, la police était persuadée que cette fille avait été poignardée à mort. Ils en étaient convaincus parce que dans le lavabo de la salle de bain, il y avait un couteau avec du sang dessus. Et elle avait effectivement reçu quelques coups de couteau. Donc ils ont extrapolé et lui ont fait dire qu'il l'avait tuée avec un couteau. Le problème, c'est qu'elle n'a pas été tuée par les coups de couteau, mais la police ne le savait pas à cette époque-là. Quelques jours plus tard, les conclusions de l'autopsie étaient claires. Les coups de couteau avaient été seulement superficiels et elle avait été tuée à l'aide d'un objet massif et lourd. Cet objet lourd qui aurait tué la victime, les avocats ne tardent pas à le découvrir. Sur les photos du dossier, ils remarquent que le couvercle des toilettes n'est plus à sa place. Vraisemblablement, l'objet qui a servi pour la tuer était le couvercle des toilettes en céramique que l'on a retrouvé couvert de sang près du corps de Christina. Les avocats en sont désormais persuadés. Lamar Monson n'est pas celui qui a tué Christina Brown. Comme il n'a pas pu écrire lui-même cette confession. L'équipe de l'Université du Michigan demande alors au juge en charge du dossier de les laisser accéder aux objets présents sur la scène du crime 20 ans plus tôt. En septembre 2016, avec deux étudiants, nous sommes allés voir le procureur. Le couvercle des toilettes avait été amené et déposé sur le bureau. Et il était toujours couvert de sang. Ce qui était incroyable, c'est qu'il n'était pas seulement couvert de sang, mais il y avait des empreintes digitales apparentes partout dessus. Des empreintes que personne n'avait encore analysées. Et là, il y a un étudiant qui me dit « David, il y a des empreintes là devant nous. » J'ai pris mon téléphone et j'ai fait des photos de ces empreintes. Et une fois de retour au bureau, on les a agrandies. Et on a tout de suite vu qu'elles n'appartenaient pas à Lamar Monson. Par contre, elles ressemblaient vraiment à celles de Robert Lewis. À cette époque, la police d'État du Michigan venait d'acquérir du matériel tout neuf.
et ils ont trouvé dessus 9 empreintes digitales qui appartenaient toutes à Robert Lewis, et aucune à Lamar Monson. J'étais tellement heureux. Parce que je sais la force d'une preuve comme celle-là, comparée à celle d'un simple témoignage. D'un côté, vous avez une preuve irréfutable, et de l'autre, vous avez quelque chose qu'un procureur mal intentionné pourrait modifier. Vous auriez dû voir la tête du magistrat face à ces preuves qui venaient directement de la police d'État du Michigan. C'était vraiment puissant. C'était un jour de victoire. Lamar Monson waves to his mother on his way into court. It's the hearing he's been waiting for, the one to determine if he will be granted a new Grâce à ces nouvelles preuves, Lamar Monson se voit accorder un nouveau procès en janvier 2017. Après une journée d'audience, la cour décide d'innocenter Lamar Monson. C'était surréel pour moi. J'avais prié tellement de fois pour que cela arrive un jour. Et là, cela se passait sous mes yeux. Les preuves de mon innocence étaient là, devant moi. J'étais soulagé. Je savais que j'étais innocent, mais maintenant, tout le monde le savait. J'étais heureux pour toutes ces personnes qui m'ont défendu depuis le temps. J'étais heureux parce qu'elles avaient eu raison de le faire. Lamar Monson is out on bond and heads right over to his family and supporters at the Wayne County Jail. J'ai prié et j'ai pleuré. Je demandais à Dieu, laisse-moi vivre pour que je puisse voir un jour Lamar revenir à la maison. Et puis ce jour est arrivé, le 1er février 2017. J'étais là et il était libéré. Je me suis effondrée en pleurs. J'ai pleuré. Mon fils est enfin libre. Ça fait des années que j'espérais que ce moment arrive. Je ne peux que remercier Dieu pour ça. Qu'est-ce que ça fait de serrer sa mère contre soi? J'ai très peu de mots pour exprimer ce que je ressens. C'est l'amour de ma vie et je suis très heureux qu'elle ait pu être là. C'est un sentiment merveilleux. C'était mon 22e cas. 17 depuis la création de notre équipe à l'université, et j'en avais obtenu 5 avant. C'est toujours aussi fort. C'est tellement puissant quand vous voyez la personne sortir de prison, qui retrouve sa famille, ses amis, et nous, les avocats et les étudiants qui ont travaillé sur son cas. Lamar Monson est définitivement blanchi. Robert Lewis, celui dont on a retrouvé des empreintes digitales, n'est à ce jour toujours pas inquiété. Vous avez son ancienne petite amie qui dit que c'est lui. Mais vous avez aussi ses empreintes qui auraient pu appartenir à n'importe qui d'autre. Mais non, ce sont les siennes. Le dossier est plutôt solide. Le moins doué des procureurs pourrait obtenir facilement une condamnation. Mais bon, pour eux, c'était clair qu'ils n'allaient pas le poursuivre. Car c'était admettre qu'ils s'étaient trompés à propos de Lamar Monson. Christina Brown est morte il y a déjà 22 ans. Mais elle mérite toujours justice. Sa famille mérite toujours justice. Mais ils ne l'obtiendront pas. Parce que les magistrats sont entêtés. Il est toujours en liberté. Et ils savent très bien qu'il est coupable. Donc qu'est-ce que ça vous dit sur le système? Le système s'en fiche de moi? Il s'en fiche de mon fils? Moi, je paye des impôts et je vis dans ce quartier depuis presque 50 ans. Mais ça, ils s'en fichent. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire du mal aux gens.
Ils ne font rien pour que les familles restent unies, ils les séparent, peu importe comment. Notre pays a un problème. Nous vivons avec une certaine notion de la justice. Il y a ce que dit la loi et il y a ce que disent nos cœurs. Que quand une fille âgée de 12 ans est tuée, nous devons faire en sorte que le criminel réponde de son crime. Mais je peux vous dire que de très nombreuses fois, je me suis retrouvé à enquêter sur des cas où la personne responsable est identifiée, son nom est connu, mais les policiers qui sont en cause ne font rien pour l'arrêter et le conduire devant la justice. Parce que c'est difficile, parce que ça demande un peu plus de travail, parce que cela demande de recueillir de nouveaux témoignages, parce que si on se penche sérieusement sur ce qu'il s'est passé, l'enquête montrera qu'à un moment donné, les enquêteurs ne se sont pas seulement trompés, mais ils se sont arrangés avec la vérité. Ils n'ont pas fait le travail. Voilà ce qu'il se passe aujourd'hui. Le fait d'être innocent vous expose davantage. Et voilà pourquoi. On a étudié les cas de fausses confessions. Et vous savez, aux États-Unis, les policiers ont le devoir de dire aux suspects qu'ils arrêtent, qu'ils ont le droit d'avoir un avocat et qu'ils ont le droit de garder le silence. Mais la plupart des personnes décident de ne pas faire valoir ces droits. On a fait une étude et nous nous sommes rendus compte que les innocents ne font presque jamais valoir leurs droits. Donc quand vous regardez la situation avec tous ces cas de fausses confessions et de personnes innocentes, et quand vous leur demandez « Mais pourquoi n'avez-vous pas pris un avocat ?» Ces gens vous regardent comme si vous veniez d'une autre planète. « Je n'avais pas besoin d'avocat, puisque je n'avais rien fait de mal. » L'ancien policier James Trenholm est devenu expert judiciaire. Il dénonce et examine de près les bavures policières à travers tout le pays. Mais en regardant le jeune policier qu'il était, il voit les erreurs commises tout au long de son parcours. James Trenholm l'admet. Lui-même a forcé des témoins à confesser des crimes qu'il ou elle n'avait pas commis. Quand je me suis rendu compte de ce qu'il se passait dans nos salles d'interrogatoire, j'ai eu un moment de vertige. Je me suis rendu compte que non seulement moi, mais aussi tous mes collègues, nous avions participé à cela. Ce n'était pas intentionnel de notre part. On ne voulait pas piéger ces personnes. Nous étions convaincus qu'elles étaient coupables sur la base de ce qu'elles nous avaient dit. Mais on ne savait pas ce que l'on faisait. Parce qu'à l'époque, tout le monde se disait « Les gens ne peuvent pas avouer des crimes qu'ils n'ont pas commis. » Et maintenant, quand je regarde en arrière, je me dis qu'on faisait systématiquement les mêmes erreurs. Pas seulement vis-à-vis des suspects, mais aussi avec certains témoins et certaines victimes. Si nous avions un témoin qui nous disait quelque chose qui ne ressemblait pas à ce que nous, on pensait être la vérité, alors on conduisait cette personne en salle d'interrogatoire et avec la même méthode jusqu'à ce qu'elle nous dise ce que nous voulions entendre. On obtenait des témoins qui mentent pour nous. Et on pouvait également changer la version des victimes. Ces techniques d'interrogatoire produisent sur les personnes les plus vulnérables des effets catastrophiques. Il se passe parfois quelque chose d'assez particulier.
C'est lorsque les gens finissent par croire eux-mêmes qu'ils sont coupables. Il s'agit de cas où les personnes innocentes n'ont pas seulement signé une confession, mais elles sont aussi persuadées d'être elles-mêmes coupables. Cette méthode d'interrogatoire pose de graves problèmes pour les personnes les plus fragiles. Les personnes qui n'ont pas les ressources suffisantes ou les capacités pour se défendre elles-mêmes. On parle là de personnes plus jeunes, de personnes souffrant de retard mental ou de personnes souffrant de pathologies psychiatriques. Ce qu'il y a d'assez fascinant, c'est que les noms changent, les dates changent, les lieux changent, mais le scénario est toujours le même. Vous prenez une personne vulnérable, vous déformez la réalité, vous lui suggérez qu'elle a des problèmes de mémoire, et là, elle va commencer à imaginer qu'elle est peut-être coupable. Et avec toutes ces informations que vous lui avez données sur le crime pendant l'interrogatoire, c'est à ce moment-là que de faux souvenirs commencent à se fabriquer. Ils m'ont persuadé que j'avais tué cette femme en l'étouffant avec un oreiller. Et parfois, encore aujourd'hui, quand je suis stressée, je peux véritablement sentir l'oreiller entre mes mains. Ces images ne s'en iront jamais, elles sont là pour toujours. Taking a videotaped voluntary statement from Ada, ADA, Joanne, Joann, last name Taylor. J'ai passé 19 ans, 7 mois et 26 jours en prison, alors que je n'étais pas coupable. Joanne Taylor et 5 autres personnes ont été condamnées pour le meurtre d'une sexagénaire, Helen Wilson, violée puis étouffée à son domicile en 1985. Joanne était à l'époque des faits dans une phase tourmentée de sa vie. Elle errait au milieu d'une bande de jeunes perdus au fin fond du Nebraska. À l'époque, en 1985, je buvais beaucoup. Je buvais une bouteille de Jack Daniels par jour. Je n'arrivais pas à me coucher sans avoir au pied de mon lit une bouteille de Jack Daniels. Je ne pouvais même pas aller aux toilettes sans avoir bu un shot de Jack. J'étais vraiment très alcoolique. C'est ici, dans la petite ville conservatrice du Nebraska, Béatrice, que tout a commencé. Une erreur judiciaire qui a défrayé la chronique et fait les gros titres de toute la presse américaine. Notre dossier s'appelait « La plus grande erreur judiciaire de l'histoire du Nebraska ». 6 innocents ont été placés sous les verrous. Tous ont été interrogés par le même officier de police qui voulait faire de cette enquête le tournant de sa carrière. Il se disait qu'il allait faire sa carrière avec cette histoire et résoudre cette énigme. Il pensait qu'il deviendrait un héros. Il avait en tête cette théorie, mais il avait tout faux. Pour obtenir des aveux, le policier du comté de Gage a employé une méthode radicale. Il les a tous menacés de peine de mort. Il disait, si vous ne dites pas la vérité, vous serez condamnés et vous allez tous frire sur la chaise électrique. Quand jour après jour on vous menace, vous êtes dans votre cellule et vous voyez des policiers qui vous répètent « Vous allez finir dans le couloir de la mort. Nous allons vous tuer. Ici, on est au Nebraska. Cela ne pose pas de problème. On le fait pour les hommes. Pourquoi on ne le ferait pas pour les femmes ? Vous lâchez prise. Joanne has a
Joanne souffre de troubles de la personnalité qui peuvent se manifester avec des symptômes schizophréniques. Ces symptômes apparaissent quand elle est sous stress. Et à ce moment-là, elle peut devenir délirante. Juste après son arrestation, elle était totalement effrayée. Elle avait froid puisqu'elle était en robe de chambre. Elle n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Mais ces policiers étaient absolument convaincus qu'elle était impliquée dans le meurtre. Une personne va finalement convaincre Joanne Taylor et les autres d'avouer le crime. Parmi les enquêteurs, un second policier était autrefois le psychologue de Joanne et de 2 autres prévenus. Alors qu'ils étaient tous en détention, un policier a rejoint l'équipe d'enquêteurs. Il se trouve que ce policier à temps partiel était aussi l'un des psychologues de la ville de Béatrice. Et il avait soigné lui-même 3 des prévenus. Il est entré dans leur cellule. Il le connaissait très bien puisque c'était leur psychologue. Il est rentré dans leur cellule et il est venu leur parler. Il n'aurait pas dû être autorisé à travailler sur cette affaire. Il connaissait trop bien mes problèmes psychologiques lorsque j'avais perdu la garde de ma fille. L'interrogatoire dure plusieurs jours et plusieurs nuits. Les policiers lui posent inlassablement les mêmes questions. Joanne Taylor, elle, commence progressivement à douter. Ils n'arrêtaient pas de me dire « Nous savons que tu l'as tué. Nous savons que tu l'as étouffé. Nous pouvons le prouver. Il faut juste que tu nous le racontes. » Et à chaque fois que je leur disais que je n'avais aucune idée de ce dont ils parlaient, Dr. Price venait vers moi et me disait « Joanne, retourne dans ta cellule. Détends-toi et tu verras, cela reviendra dans tes rêves. Tu verras peut-être revenir une image forte ou des morceaux d'images. » Et je me disais alors, mais pourquoi mon docteur me mentirait? L'interrogatoire devient parfois une sorte d'exercice où l'on essaye de faire revenir des images ou des souvenirs. Cela ressemble presque à de l'hypnose. Cela devient alors très facile pour le suspect de fabriquer lui-même ses propres souvenirs, qui ne sont pas réels. À la fin, quand le suspect finit par avouer le crime, il ne fait plus la distinction entre les souvenirs réels et ceux qui peuvent être artificiels ou qui ont pu être implantés durant l'interrogatoire. On m'a toujours appris à respecter les policiers et à respecter les médecins. Ces gens-là ne peuvent pas se tromper. C'est sans doute la plus grande erreur que j'ai pu faire dans ma vie. Il me disait de rêver à propos de ça. Moi, je me disais, il sait de quoi il parle. C'est lui le docteur. C'est lui le psy, ce n'est pas moi. Je n'avais jamais entendu parler de souvenirs qui pourraient revenir à travers les rêves. Mais j'étais à ce moment-là naïve. J'ai commencé à croire que je l'avais vraiment fait. Je croyais fermement que j'avais moi-même tué cette femme en l'étouffant. Les personnes les plus fragiles à ce moment-là se disent « Mais comment est-ce possible ?» Ils vont dire « Mais je ne m'en souviens pas. » Alors, la police va leur suggérer « Peut-être que vous étiez dans un état inconscient. Peut-être que vous étiez somnambule. Peut-être vous avez eu un trou noir à cause de l'alcool. » C'est comme ça que les policiers gèrent l'interrogatoire. Nous avons des preuves contre vous et de votre côté, vous n'avez aucun souvenir. Voici les raisons pour lesquelles vous n'avez aucun souvenir. En général, le suspect commence à dire des phrases du genre « J'ai l'impression que j'ai dû commettre ce crime » ou bien « On dirait que c'est moi qui ai fait ça ». À la fin, ils sont convaincus eux-mêmes d'être coupables. Joanne Taylor en est maintenant persuadée.
Elle est convaincue qu'elle a elle-même étouffé Helen Wilson. Elle décide donc de plaider coupable. En admettant elle-même son crime, elle évite aussi la chaise électrique. Son avocat de l'époque pensait qu'elle n'aurait aucune chance au procès, et que si elle était jugée, alors elle serait condamnée à la peine de mort. La seule chose qu'il pouvait faire pour elle, c'était de négocier une peine de prison un peu plus courte, et comme ça, elle aurait éventuellement un avenir. Aux États-Unis, la meilleure défense pour un innocent est parfois de plaider coupable. Le plaider coupable, une procédure qui permet aux citoyens d'obtenir une peine plus légère, à condition d'assumer immédiatement sa culpabilité et de renoncer à son droit à un procès. Mais ce dispositif se fait souvent au détriment des plus démunis qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat. Le choix est le suivant. Est-ce que je vais au tribunal en sachant qu'il y a un risque assez élevé pour que le jury me condamne, même si je sais que je suis innocent? Ou bien est-ce que je passe un accord et je plaide coupable et du coup j'obtiens une peine de prison moins longue? Et comme ça, j'aurai peut-être encore un futur devant moi, l'espoir qu'un jour je sortirai de prison. Et beaucoup d'innocents ont finalement décidé de plaider coupable pour éviter d'être condamnés à de lourdes peines de prison, comme nous en avons aux États-Unis. Aujourd'hui, aux États-Unis, plus de 98% des affaires criminelles ne se jugent pas au tribunal. Comment en est-on arrivé là? Souvent, les avocats disent à leurs clients « il y a de fortes chances pour que vous soyez condamné. Donc, vous devriez accepter le deal. » Et les fausses confessions viennent souvent à cause de ces plaidés coupables. Cela devient problématique, car personne n'étudie de près toutes ces affaires. Ces cas disparaissent dans le système carcéral. Ils n'ont pas l'attention qu'ils mériteraient d'avoir. Il y a beaucoup de raisons qui me laissent penser que l'on ne voit que le sommet de l'iceberg. Plus de 20 ans après le crime, le vrai meurtrier d'Helen Wilson a été identifié. Joanne Taylor ressort libre de prison. Mais cette liberté est fragile et difficile à apprivoiser. Le jour où j'ai appris que j'allais être libérée, mon cœur battait très vite. Au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas être coupable de cela. La première chose que j'ai faite en sortant de prison, c'était de manger un bon steak dans un restaurant. Ce sont les petites choses qui vous manquent. Je suis restée en prison tellement longtemps que j'ai pris l'habitude de demander la permission pour n'importe quoi, comme pour demander une bouteille d'eau. Est-ce que je peux prendre une bouteille dans le frigo? Mes amis me répondaient, « Tu n'as pas besoin de demander, sers-toi. » J'ai toujours cette tendance à demander tout le temps. Cela m'a pris 3 ans pour être capable de répondre au téléphone. En prison, vous ne répondez pas aux coups de téléphone. Joanne Taylor et son avocat ont demandé réparation à l'État du Nebraska. Combien valent 20 années passées derrière les barreaux pour un crime que l'on n'a pas commis? Lui a obtenu un chiffre et un dédommagement de 20 millions de dollars. Juan Rivera vient de percevoir 20 millions de dollars pour 20 années d'incarcération pour un crime qu'il n'avait pas commis. Juan Rivera a lui aussi été forcé de signer une confession et d'avouer en 1997 le viol et le meurtre d'une fille âgée de 11 ans.
Les avocats ont décidé d'obtenir un arrangement. Des journalistes m'ont déjà demandé « Est-ce que 20 millions de dollars, c'est assez ?» Et je vais vous répondre ce que je leur ai répondu à l'époque. Vous pouvez garder vos 20 millions de dollars, mais rendez-moi les 20 années que vous m'avez pris. J'ai raté tous les moments importants de ma vie de famille. Je n'ai pas pu voir mes neveux, ni mes nièces. Mes parents ont été gravement malades, j'ai perdu mes grands-parents. Cela fait beaucoup de choses que j'ai manquées au final. Des moments que je ne pourrai jamais revivre. Vous pouvez me donner 100 millions de dollars, ça ne changera rien. Est-ce que ça me permettra d'avoir un peu de confort? Oui. Mais cela ne me rendra pas mes années volées, les souvenirs que je n'ai plus. Vous savez, aujourd'hui, je n'arrive pas à retrouver une seule photo de moi enfant. Parce que c'est le tribunal qui a toutes ces photos. À chaque fois que je suis passé devant le tribunal, il fallait des photos pour montrer mon côté humain. Je n'ai plus aucune photo de tout ça maintenant parce qu'ils m'ont tout pris et rien rendu. Ma vie a commencé le 6 janvier 2012. C'est le jour où ma vie a commencé. Surrounded by family members and cameras, Juan Rivera walked out of Stateville Correctional Center a free man. Tout ce que je veux, c'est être avec les miens. Après 20 ans de séparation, c'est aujourd'hui le début pour moi. He announced the state will not appeal last month's appellate court ruling to overturn the conviction. That and an emergency order gave the green light. Donc 20 millions de dollars, ce n'est pas assez, ça ne sera jamais assez. Parce que, encore une fois, ce sont les souvenirs qui ont du sens. Pas l'argent. Juan Rivera a à peine 19 ans quand sa vie tourne au cauchemar. Le 17 août 1992, il est accusé par la police de Chicago du viol et du meurtre de Holly Staker, une jeune babysitter de 11 ans, poignardée à 27 reprises. L'affaire fait les gros titres de la presse. Juan Rivera devient en quelques heures un monstre que les policiers de Chicago exhibent en public. Je n'étais pas un prisonnier comme les autres. J'étais un innocent, condamné à la prison à perpétuité pour quelque chose que je n'avais pas fait. Pour moi, aller en prison, c'était aller dans un univers qui m'était totalement inconnu et très, très effrayant. Deuxièmement, j'y allais pour meurtre. Troisièmement, pour viol. Et quatrièmement, pour le viol d'un enfant de 11 ans. Mon dossier n'était pas très bon. Pour tout vous dire, je n'étais pas très populaire en prison. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? J'ai été poignardé 2 fois. On a tenté de me violer à 2 reprises. Heureusement, j'ai réussi à me défendre. Voilà ce à quoi j'ai dû faire face en prison. Juan Rivera n'est pas passé loin de la chaise électrique. Ces années de violence en prison, ces années à l'écart de la société, ont détruit à jamais en lui la confiance envers les autres et le système. Entendre qu'ils étaient capables de tuer un garçon de 19 ans et de voir qu'ils ne comprenaient rien à ce qu'il s'était passé, cela m'a montré une autre face de l'humanité. Encore aujourd'hui, j'ai vraiment un gros problème de confiance envers les autres. Parce que si vous vouliez me tuer à l'époque, alors pourquoi vous ne voudriez pas me tuer aujourd'hui? Je reçois encore des menaces de mort. Mais je dois continuer à vivre et à garder le sourire tout en faisant attention à moi, car il y a encore des gens qui veulent me tuer. Vraiment? Je le sais, car parfois, quand je me promène dans la rue, il arrive que quelqu'un m'approche pour me dire « Vous savez quoi, si je pouvais vous tuer là, je le ferais. » Car je pense que c'est vous le tueur de l'enfant. Sérieusement? Vous voyez, c'est le genre de choses qui m'arrive. Mais je continue à sourire. En 2015, des analyses ADN ont permis d'innocenter Juan Rivera définitivement. Le vrai tueur d'Holly Staker est toujours en liberté. Et aucun policier ne semble le chercher. Sur les 20 millions de dollars que Juan Rivera a obtenus, 2 ont été versés par la firme Reed suite à un accord passé avec ses avocats. Malgré ce dédommagement, pas un seul officier de police n'a été personnellement sanctionné.
Tous les officiers qui ont travaillé sur mon cas sont partis à la retraite et ont touché leur pension. Il n'y a eu aucune sanction, aucune répercussion contre eux. C'est comme s'ils avaient mené une carrière exemplaire. Ils ont terminé leur carrière au poste de commissaire ou d'inspecteur. Certains d'entre eux ont même reçu une décoration au moment de leur départ à la retraite. Il y a une culture de l'impunité chez les policiers. Et les policiers savent très bien que même s'ils se conduisent mal, si par exemple ils montent un dossier contre une personne, ils ne seront pas poursuivis pour leurs actes. Et ça se passe comme ça depuis longtemps aux États-Unis. Aujourd'hui encore, il y a une victime. Ont-ils bouclé l'affaire? Non. Mon cas à moi est classé. Mais qu'en est-il pour elle et sa famille? Est-ce qu'ils s'en occupent? Non. Ils ne cherchent même pas le meurtrier. Et d'ailleurs, certains d'entre eux pensent toujours que je suis le coupable. Théoriquement, notre système judiciaire a pour mission d'identifier celui qui commet un meurtre et de l'amener devant la justice. Mais quand un problème survient, quand cela échoue, à cause d'une faute, le système judiciaire a la réaction opposée à celle qu'il devrait avoir. Ils vont alors tenter d'étouffer l'affaire, au lieu d'admettre leurs erreurs et de chercher ceux qui ont perpétré le meurtre. La loi garantit aux policiers ce qu'on appelle une immunité particulière, ce qui signifie qu'il est très difficile de les poursuivre pour avoir extirpé une fausse confession. Quant aux procureurs, ils ont, eux, une immunité totale. Donc, ils ne pourront pas être tenus responsables de quoi que ce soit. Personne ne devrait être au-dessus de la loi. Et les policiers non plus ne devraient pas être au-dessus de la loi. La firme Reed n'a pas donné suite à notre demande d'interview. Elle fait savoir en revanche que désormais, ces formations tiennent compte du risque de fausse confession. De son côté, la Cour suprême américaine autorise toujours les policiers à mentir durant la phase d'interrogatoire. Je me souviens avoir une fois posé cette question à des officiers de police. Pourquoi pensez-vous que c'est en mentant que l'on obtient la vérité? Et ils m'ont juste répondu, eh bien c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on mène un interrogatoire. On a le droit de mentir. Et je leur ai demandé encore, mais pourquoi pensez-vous que c'est en mentant à quelqu'un que l'on peut obtenir la vérité? Ils n'arrivaient pas à répondre à cette question. Et encore aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre comment l'on peut penser que mentir à quelqu'un permet d'obtenir la vérité. C'est une pratique horrible qui a lieu aux États-Unis et qui continue. Ça ne sert pas à la justice. Dans quel état se trouve le système judiciaire américain aujourd'hui? Avec des policiers au-dessus des lois et des magistrats intouchables, la justice américaine produit chaque jour un peu plus d'inégalités, un peu plus d'impunité, dans un pays plus que jamais divisé.